una realtà culturale importantissima in Europa, 12 musei in 3 continenti, che oggi ci onora di essere qui a Villa Tornaforte. Riteniamo, Carla, la tua presenza un riconoscimento nell'ambito della politica estera culturale del Ludwig alla Humanities Forum, che è l'entità che a Villa Tornaforte viene diretta da Laurent Nagy. Credo che il riconoscimento debba essere in qualche modo ascritto a Laurent, che ha le sue immensi rapporti internazionali e all'iniziativa che lui ha permesso a Humanities Forum di organizzare in 6 capitali europee la mostra Evocation, che il 27 ha chiuso a Grasse con un ulteriore apporto di visitatori importantissimo. Noi immaginiamo che questa sia la strada dell'Humanities Forum, quella di andare verso esperienze di rapporti internazionali. Voglio segnalare che il 30 maggio con la Fondazione Eranos di Ascona, che è una fondazione che fu creata da Carl Jung, cominceremo un ciclo di seminari tra Cuneo, Torino, Palazzo dell'Onoranio e Ascona, la villa di Helga Fröber. Insieme pensiamo a giugno di avere qui il Collège de France con una iniziativa che permetterà di presentare un inedito mondiale di Roland Barthes. Quindi tutto si tiene e l'insieme, l'intersecazione dei saperi, no? Carla, credo che sia una filosofia che Peter Ludwig ha lungamente ricercato. Non dico di più, spiego che la lingua franca è stato deciso sarà il francese, che è una lingua intermedia, e che il mediatore culturale è Roberto Baravalle, per evidenti meriti sul campo. Baravalle è stato un importante canalista con Filippo Taverio e quindi a noi non bastava un traduttore, serviva anche un critico artistico e storico. Grazie di tutto. C'è un piccolo invito per voi, uno immediato, perché dopo, vista la solennità, offriremo, visto che abbiamo deciso per la lingua francese, ci saranno fragole e champagne, e immediatamente dopo, e il giorno 11, chi ritiene, a Palazzo Aranio Bellono di via Conte d'Appello 14 ci sarà una festa con lo Strega. Da 2 anni noi con il premio Strega organizziamo questa festa durante il salone, quest'anno con maggiore ragione perché siamo anche finalisti. Ho detto tutto, lascio a Laurent di parlare. Je voulais commencer avec cette importante vision sur Peter Ludwig. Pour ma génération, il était un des plus légendaires grandes figures collectionneurs en Europe. Et vraiment, dans les années 60, en Europe, nous ne trouvons pas d'autres collections privées comme la collection de Peter et Helena Ludwig, qui était compris tous les œuvres avec cette idée pour donner pour le public. Ce n'était pas une collection privée, simplement privée, c'était une collection privée systématiquement développée, avec cette idée que dans différentes villes, dans différents pays, même sur différents continents, on va construire les musées Ludwig pour présenter cette collection qui, de premier moment, représentait une connexion entre les différentes cultures, différents pays, différentes traditions, différentes
contexte culturel. Et c'était une idée absolument exceptionnelle dans l'époque. Je parle maintenant sur les années 60. Et naturellement, dans les années 70, quand Ludwig intensifié leur activité comme collectionneur et commencé à visiter les différents pays, et même les pays comme l'Union soviétique, Cuba, ou même la Chine. Nous sommes dans la période de guerre froide, il ne faut pas oublier ça, très important élément. Ludwig a pu, et sa vision était, avec la culture, avec l'art, on peut créer les nouvelles relations, on peut créer des vrais dialogues entre les différentes cultures, les différents pays, les différents systèmes politiques. Alors, il était convaincu que l'art, par excellence, est un même médium dans lequel l'humanité, les artistes, les créateurs, parlent sur l'essentielle raison d'être humain. Et c'est pourquoi il a systématiquement visité pas seulement les différents pays, mais commencer à parler avec les artistes, dialoguer les artistes. Il voulait savoir pourquoi les artistes créent leur œuvre, qu'est-ce que c'est leur motivation, qu'est-ce que c'est le vrai narratif. C'est aussi une très intéressante spécialité de Ludwig, unique, parce que beaucoup de collectionneurs achètent les œuvres avant tout parce qu'ils aiment. Et c'est légitime, naturellement. Je l'achète parce que j'aime beaucoup. Beaucoup de collectionneurs achètent parce que ce sont les grands artistes reconnus, célébrés. Ils veulent créer une collection avec les grandes stars, les grandes vedettes de l'art. Mais Ludwig toujours voulait savoir la raison pourquoi cet artiste développait cette thématique, pourquoi un artiste développait ce système formal. Alors il était profondément intéressé quelle narrative, quelle motivation, quelle animation dirige les artistes à créer leur œuvre. Moi, j'ai rencontré très tôt, alors j'étais encore vraiment jeune historien d'art, à 83, et je me souviens quand même la première occasion quand Ludwig rencontrait avec les artistes, il a toujours demandé les artistes, alors racontez-moi qu'est-ce que c'était votre idée, pourquoi vous avez fait, qu'est-ce que c'est ça. Alors même un peu, on peut dire même un peu didactiquement, mais il voulait vraiment connaître les motivations des artistes. Il a enregistré les discussions avec un petit dictaphone, non dictaphone. Et chaque fois qu'il a rencontré un artiste ou un historien d'art, un galeriste, demandait toujours la motivation de l'art. C'était vraiment très impressionnant parce qu'il connaît le monde de l'art. Très peu de collectionneurs connaissent personnellement les artistes de qui il achète. C'est aussi intéressant également. Mais je voulais dire que pour nous, dans les années 80, Irena et Peter Ludwig représentaient une philosophie qui était une philosophie artistique et éthique avec des éléments politiques dans le sens que Ludwig était convaincu que l'art est capable d'ouvrir les frontières, que l'art est capable de discuter et dialoguer entre les différents systèmes. C'est pourquoi il a insisté beaucoup à aller dans le pays où il y avait les régimes politiques avec qui il n'était pas d'accord, pas du tout. Il était très critique avec l'Union soviétique.
il était très critique avec l'Allemagne de l'Est, avec Cuba, mais il voulait savoir, il voulait connaître comment les artistes réagissent sur cette situation. Il a donné la chance à tout le monde, tous les créateurs, pour exprimer leur personnelle, authentique expérience de la vie. Et je pense que la fondation Ludwig est vraiment un magnifique héritage de cet esprit qui est développé dans les années 60-70 et réalisé dans les années 80 et les années après, avec les fondations de différents musées, d'abord en Allemagne, Aachen, Aix-en-Chapelle, Cologne, après Vienne, qui était très important, et même jusqu'aujourd'hui, un des plus importants actes culturels dans la politique culturelle autrichienne, invité Ludwig, et promis lui construire un musée qui était réalisé quasi 20 ans après, mais quand même, jusqu'à sa mort en 1996, Ludwig insistait toujours pour construire un nouveau musée pour cette collection. Nous sommes rencontrés il y a 1 an et demi, je pense, pratiquement 2 ans, à Aix-en-Chapelle, dans un magnifique garden party, je peux dire, et discussion avec les différents représentants de grandes familles Ludwig, et avec les représentants de la Fondation Ludwig, avec les directeurs des différents musées, avec les collaborateurs de Fondation et des différents musées. Et je voulais dire que notre rencontre était vraiment magnifique, même sur le niveau humain, une magnifique rencontre, une vraie discussion entre les différentes personnes qui représentent le grand héritage, qui maintenant Carla Puccini représente comme présidente de la Fondation, une mission internationale, comment l'art contemporain, comment une collection de l'art contemporain peut créer pendant les décades et les décades une vraie politique internationale, culturelle, humaine, ça veut dire pas utiliser l'art pour une autre raison, mais donner l'art, redonner l'art son propre raison, dialoguiser les différentes cultures, dialoguiser les artistes, créer un dialogue entre l'artiste et alors, je voudrais te demander maintenant de présenter un peu la fondation de aujourd'hui. Va bene tutto. Va tutto bene per la comprensione, non abbiamo problemi. Tutte le scuse. Prego. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici ce soir. J'essaierai de mon mieux de le faire en français. J'ai préparé la présentation en anglais. Et c'est seulement quelques mots en anglais. Alors je pense qu'on arrivera à s'entendre. Et autrement, il y a Laurent qui parle couramment non seulement le français, l'italien, mais aussi l'allemand. Et le translator who will help between English and Italian. Je pense qu'on arrivera à s'entendre. Désolée. Mon nom est Carla Puccini. Je suis désolée, mon nom est très italien, mais je suis suisse. Née en Suisse, et je vis à Cologne depuis 20 ans. Je suis art historienne et historienne, et j'ai le plaisir d'être la présidente de la fondation depuis un peu moins que 3 ans. Alors moi, je suis la génération après toi. Je n'ai pas connu Peter Ludwig, ce que je pense est assez bien, parce qu'autrement, on a toujours la lourdeur du héritage. Je pense que c'est assez bien de le connaître par ses textes,
plupart par cette personne, mais j'ai connu la Irène Ludwig, j'ai fait la connaissance. Ce que ça ne veut pas dire que ce héritage que nous avons, c'est quelque chose de très privilégié. Et j'aimerais vous donner quelques mots sur les fondeurs, mais aussi sur ce que nous faisons aujourd'hui comme fondation. Voilà, vous voyez les fondeurs, c'est Irénée et Peter Ludwig. Toi, tu as parlé beaucoup déjà de Peter, mais il y avait aussi une femme qui était très importante, c'était Irénée. Irénée est née à Aix-en-Chapelle. Elle a étudié histoire d'art comme Peter, juste après la Deuxième Guerre du monde, à Mainz, et c'est là où ils se sont rencontrés. Alors, tous les deux, ils ont étudié l'histoire de l'art, je pense aussi, lui aussi philosophie, tous les deux, je pense aussi l'histoire ancienne, etc. Alors, leur passion pour l'art était aussi l'amour entre eux, et je pense que pour eux, l'art, c'était pour eux comme des enfants. Ils n'ont pas eu des enfants, on doit dire, et lui, il était le frontman, on dirait, c'était lui qui était en public, mais si elle n'avait pas eu une entreprise dans laquelle lui, il était le président de l'entreprise, ils ont fait du chocolat. Sans cette entreprise, ils n'ont pas eu les moyens pour acheter de l'art, on va dire. Là, on les voit tous les deux à Berlin, je pense que c'est l'année 90. Et j'aime ces photos beaucoup parce que les deux ne sont pas comme d'habitude, ils sont très formels. Là, ils sont assez vivants et c'est vraiment joli qu'il y a un rapport dans leur background. C'est un des artistes dont ils ont acheté beaucoup des œuvres. Ça, c'est Irénée Ludwig à l'occasion de son anniversaire 80. Quand elle a eu 80 ans. Il y avait une fondation que tous les deux avaient fondée dans les années early 80s, mais la vraie fondation, c'est elle qui l'a fondée en 1997. C'était seulement elle. Et là, c'est comme un deuxième chapitre qui commence. Si on considère les chapitres de notre fondation, je dirais jusqu'à la mort de Peter Ludwig, il y avait une période de dynamisme, de fondation, de musée. C'était tac, tac, tac. Je pense que Peter Ludwig n'a jamais dormi, je pense. Mais quand Irène est en charge, elle-même, toute seule, c'est en phase de stabilisation. C'est quelqu'un qui veut comprendre mieux ce que les musées ont besoin d'avoir. C'est elle qui commence à visiter les musées qui existent et il n'y a pas d'autres musées qui seront fondés. C'est vraiment lui qui aime fondre, qui aime coopérer avec le public, avec les institutions publiques pour fondre des musées. Et c'est Irénée qui meurt en 2010, et c'est là où commence un autre chapitre pour la fondation. Je dirais que là, on est vraiment, depuis là, on est vraiment on our own, et c'est vraiment là où les statuts de la fondation, comment dit-on les statuts? Sont vraiment la fondation sur laquelle on agit. Quand Irénée est morte, elle a fait la fondation, elle a hérité tout, aussi la maison dans laquelle Irénée et Peter Ludwig ont vécu. C'est une maison pas tellement grande, mais elle est sur une montagne à Aix-en-Chapelle et elle a été bâtie autour de Spolia.
comment dit-on, spolien en français, beaucoup des anciens furniture. Ja. Comment dit-on spolien? C'est des matériels qui étaient employés pour bâtir la maison. Oui, mais qui ont eu une vie avant. A lot of. Yeah. So, you know, when there was the war in Germany, a lot of things were destroyed, and a lot of things which were in the ruins, which were found objects or found doors, they were saved from the ruins, and the Ludwigs installed them in their home. So this house looks as if it was from the 18th century or 19th century. Mais ça a été vendu en 1952. So it's very interesting because basically it's a new house with a lot of old elements in it. And one of the discussions, une des discussions français, oui. Alors, c'était vraiment pas clair ce qu'on fait avec la maison et on a décidé to keep it parce que là, il y a toujours de l'art et là, on peut voir comment les Ludwig ont vécu avec l'art et ce qu'ils ont collectionné parce que ça commence à 2000 ans avant Jésus-Christ jusqu'au contemporain, à l'art contemporain. C'est là qu'on a le privilège de travailler. C'est vraiment un privilège. C'est le type, nous sommes un type, nous sommes des historiens d'art, mais il y a aussi quelqu'un qui s'occupe de la économie des finances, ce qui est très important aussi pour une fondation, et il y a aussi quelqu'un qui s'occupe du jardin. Voilà, tout sur la photo. Avant que je parle de la collection que les Ludwig ont amassée pendant 40 ans, j'aimerais beaucoup parler un peu de ce que je dirais c'est comme un triangle dans lequel ils se sont vus, comment ils ont collectionné. Les deux, comme j'ai déjà dit, ils ont étudié l'histoire de l'art, mais tous les deux, ils ont aussi vécu les terreurs du World War II. Ils ont vu ce que la guerre peut faire avec les êtres humains. Ils étaient convaincus que l'art est vraiment nécessaire et très important pour faire un international understanding. Comment on dit ça en français? Reconnaissance internationale. Pour eux, c'était vraiment un des fondations, c'était un impetus pour une origine, une passion, une conviction d'agir comme ils ont agi. C'était vraiment la reconnaissance internationale. Et l'autre aspect sur lequel ils ont toujours compté et avec lequel ils ont toujours travaillé, c'était le public, les États, les communautés. Ils ont toujours travaillé avec les officiels. Ils n'ont jamais fondé une musée privée. Ils ont toujours coopéré. Et je pense que c'est une très bonne attitude. Comme ça, on peut être certain qu'il y a toujours des experts qui travaillent avec les œuvres d'art, qu'il y a toujours un commitment des États pour l'art. Et c'est comme ça que les Ludwig ont commencé de collectionner pour le public en 1957. Ils ont amassé une collection transhistorique et transculturelle. Ce sont environ 14 000 objets
partant de l'Antiquité jusqu'à l'art contemporain, de tous les continents. Il y a des plus importants, plus accents. Il y a certainement des accents dans la collection, mais on voit qu'ils ont vraiment eu une vue très très ouverte pour l'art. Et un œil impeccable aussi. Aujourd'hui, on voit l'art qu'ils ont collectionné et nous continuons la collection dans 12 musées qui sont nommés après Ludwig. Alors je dirais qu'il était aussi un peu eitel. Qu'est-ce que c'est eitel en français? Orgueilleux. Il était un peu orgueilleux, un peu vain aussi. Autrement, il n'aurait pas voulu que son nom, c'est normal, tout à fait. Et il y a deux fondations, une en Autriche et une en Cuba, qui sont aussi nommées à Freud. Mais il y a aussi d'autres institutions avec lesquelles nous coopérons. Nous sommes 630 partenaires de coopération que nous avons. Et la chose la plus importante, je dirais que la collection est vraiment d'une qualité exquise et aussi d'un horizon très très ouvert et aussi dans toutes les directions. Voilà quelques œuvres qui ont été données comme permanent loan, comme Prestito permanente. Grazie. Je commence avec la Maybe, comme on l'appelle dans le musée Ludwig à Cologne, de Liechtenstein, qui était une des pièces qui représente que les Ludwig ont amassé une collection pop-up qui est la plus large qui est la plus large collection sauf les États-Unis. Dans les États-Unis, il y a d'autres qui sont plus larges, mais autrement, c'est la collection Ludwig qui est la plus large du monde. Et ce sont les Ludwigs qui l'ont amassé. Et ils ont découvert la pop-art dans les années 60 à New York, mais aussi sur la Documenta, et ils ont acheté vraiment des pièces chef-d'œuvre exceptionnelles. Une autre pièce qui représente leur intérêt dans l'art du siècle XVI, j'espère que c'est un bocal Lobkowitz, qui est à la Aachen aujourd'hui, qui montre aussi leur intérêt dans l'art ancien. Un autre exemple, Picasso, c'est Monsieur Ludwig qui a écrit son dissertation sur Picasso. Il dit qu'il a écrit sa dissertation sans avoir jamais vu un Picasso en original, seulement sur des photos en noir et blanc. C'est dur à imaginer aujourd'hui, mais c'est absolument incroyable. Et c'est aussi eux qui ont amassé elle est la troisième plus large collection des Picasso qu'ils ont amassé aussi. Et ils l'ont donné à Cologne, au musée Ludwig. Un autre exemple, c'est leur passion pour l'art de Middle Ages, Moyen Âge. C'est Jos van Cleve, c'est un peintre du Netherlands et ça c'est une peinture qui se trouve à Aachen avec son chapelle. Une autre accent de la collection est la collection de l'art chinoise. Il ne faut pas que je lis beaucoup parce que
voyez, hein. Non, il ne faut pas que j'explique ce que vous voyez. Mais ils ont amassé une collection assez importante et aussi à Cologne aujourd'hui. Ça, si c'est une plate, c'est une assiette qui date aussi du XVIe siècle de la Chine. Voici un portrait de Peter Ludwig, de Warhol. Il a eu un portrait de Warhol, comme beaucoup des personnes l'ont fait faire. C'est une donation, je pense, à Beijing, à Pékin. Un autre accent de la collection est la collection des antiquités. Il y a à Bâle, il y a un musée des antiquités qui a été fondé dans les années 60, le siècle dernier, et c'était grâce aux Ludwigs qu'ils ont une tellement grande collection. Ici, c'est un cratère chalice aussi de 400 ans avant Jésus-Christ. Rauschenberg, fantastique, donation à Cologne, aussi un des accents les plus importants de la collection. Ça, c'est une pièce exceptionnelle, ça date de l'an 800. C'est l'année où Karl der Große, Charles le Magnifique, Carlo Magno a été entronné à Aix-en-Chapelle. C'est un triptychon qui a été acheté par les Ludwig assez tôt dans leur carrière comme collectionneur. Ça, c'est un musée, si ça nous intéresse, dans quel accent des collections ils ont commencé à collectionner. C'était vraiment dans l'art médiéval. Et ça, c'est aussi, ils ont été amis avec des directeurs des musées de Moyen-Âge. Et c'est pour eux qu'ils ont commencé à acheter des livres. Voilà une couronne c'est de Pérou, Chimo Style, c'est de l'an 1400, qui a aujourd'hui sa place dans le musée d'ethnologie à Cologne. Voilà une pièce, une œuvre que nous aimons beaucoup. C'était un artiste de l'Union soviétique. Il a peint dans les années 80. C'était les astronautes qui en sont allés sur la Lune. Et ça démontre un accent dans la collection qui souligne comment les Ludwig ont collectionné dans des années. Personne ne s'intéressait dans l'art de soviétique. Voilà une autre pièce de l'Antiquité, Villa Athéna, une pièce formidable qui se trouve à Basel aujourd'hui aussi. Dageli, qui a été une donation à Budapest, où se trouve un musée Ludwig. Rembrandt, il y a une histoire assez marronne là-dessus. C'est un Rembrandt que Monsieur Ludwig a acheté en 94. Il l'a acheté, mais il n'a pas voulu donner au directeur du musée du Moyen-Âge à Aix-en-Chapelle. Alors ils l'ont mis dans le... Comment peut-on créer là? Dans le cave. Et c'était seulement en 2006,
Alors, Peter Ludwig a été déjà mort. Il y avait un nouveau directeur au musée où Irene Ludwig est allée chercher le Rembrandt pour le donner au musée. Alors, ils ont vraiment vécu avec l'art, mais on peut aussi faire de la politique avec l'art. Ça, c'est un accent dans la collection qui est assez exceptionnelle, c'est de la porcelain européenne et de la faïence européenne du début du 18e siècle. J'adore ce porcelain. Je dois dire, il y a aussi un musée qui est nommé Ludwig à Bamberg qui montre ce porcelain. Et j'aimerais finir avec un Gerhard Richter qui a été donné par les Ludwigs au musée Ludwig à Beijing dans les années 1990. Et c'était aussi un Richter qui a été l'occasion à l'ouverture du musée que le président de la République chinoise a dit cette peinture le souvient d'une poème d'un poète chinois. Alors là, c'est vraiment on voit comment art peut fonctionner comme reconnaissance internationale. Je crains que vous ne pouvez pas voir beaucoup, mais ça démontre combien de musées les Ludwigs ont fondés, ou comment ils ont initié les fondations. Ils ont commencé bien sûr à Aix-en-Chapelle, ils ont commencé par Cologne. Vienne était la première destination internationale où ils ont insisté qu'un nouveau musée soit bâti. Ils ont continué avec l'Antiquité à Basel, ils ont continué avec coopération dans l'Allemagne de l'Ouest. Ils ont donné des œuvres d'art pour qu'ils soient montrés en Allemagne de l'Ouest et ils ont acheté beaucoup d'art de l'Allemagne de l'Ouest pour la montrer en Allemagne de l'Est. Je suis désolée pour mon français. Ça fait assez longtemps. Ostberlin und Westberlin. Yeah. Et ils ont continué avec Budapest, ils ont continué avec Beijing, ils ont continué avec Pétersbourg. Là, à Beijing et à Pétersbourg, il se trouve seulement des donations. Et c'est très malheureux, mais avec Pétersbourg, nous avons décidé de ne pas donner des moyens financiers pour l'instant. Mais bien sûr, nous restons en dialogue avec la directrice du musée Ludwig à Saint-Pétersbourg. Je montre seulement quelques images des fondations ici. Là, c'est Vienne, qui a été fondée dans les années 80. En voit, c'était vraiment un autre monde. On me dit toujours qu'à Vienne, il n'y avait pas de l'art contemporain, vraiment, avant que les Ludwig soient venus. Toi, il faut que tu racontes un peu plus après sur Vienne. Il y a une autre destination, ça c'est Cuba. Vous voyez Irene Ludwig, elle donne la main à monsieur Fidel Castro. Alors, on voit le principe des Ludwig aussi, vraiment de seulement collaborer avec les officiels, toujours, même si c'était très difficile. Et la dernière fondation, c'était à Beijing. On voit Peter Ludwig entre des vases, j'espère que vous pouvez le voir en là-haut. C'est l'année là où il mort aussi, c'est surprenant pour sa femme, et c'est Irene qui continue de fonder ce musée et on la voit en bas toute seule.
vous pouvez imaginer que c'est vraiment un héritage immense. Et quelquefois, je dors mal, vous pouvez m'imaginer. Mais c'est aussi, on a les statuts, comme j'ai mentionné avant. Je veux vous expliquer un tout petit peu ce que nous faisons aujourd'hui. C'est bien sûr, donner de l'argent pour que les expositions et de nouveaux œuvres d'art peuvent être achetées par les musées avec lesquels nous coopérons. Nous sommes un partenaire très responsable pour les musées avec lesquels nous coopérons. Nous sommes une voix importante, je dirais aussi envers les États, parce que quelquefois, vous savez très bien, je pense que la culture est quelque chose sur laquelle on aime très bien économiser, malheureusement. Nous faisons quelques projets nous-mêmes, je vous montrerai après en quelques-uns. Mais nous sommes aussi un archive. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons un grand archive avec tous les documents sur les achats, sur les correspondances, les boutiques entre les musées et les officiels. Alors c'est quelque chose qui est assez important pour les historiens d'art qui font de recherche aujourd'hui. Et bien sûr, nous avons une administration qui s'occupe aussi de notre Leihgaben. De prestige. Et une chose très importante aujourd'hui, bien sûr, c'est la communication, qui est très importante parce que vous pouvez imaginer une fondation. Je pense que tout le monde pense, on donne de l'argent et c'est tout ce qu'on fait. Alors je pense que c'est très important qu'on fait une communication très active pour raconter ce que nous faisons à la fondation. Voilà quelques exemples des expositions récentes que nous avons supportées. Là, c'est une exposition de Fusion Onu. C'est une artiste turquoise. Elle a 98 ans, je pense. C'était une exposition au musée de Ville. Une autre exposition que j'ai beaucoup, que j'ai trouvé super, c'était Tübke, un peintre de l'Allemagne de l'Est, et qui a pu voyager dans les années 70 en Italie, et le musée a montré des pièces de l'Italie et aussi les pièces de Tübke. Je trouvais ça une exposition très intéressante. Une autre exposition était Picasso en Allemagne de l'Ouest et en Allemagne de l'Est, qui s'occupait aussi de l'image de Picasso en Ouest, en Est. C'était une exposition très importante parce qu'elle a fait clair comment Picasso a été reçu en Ouest et en Est, et tout le monde pensait qu'il était un peintre communiste ou un peintre capitaliste. Une autre exposition que nous avons supportée l'année dernière, c'était une exposition sur le porcelain de Ludwigs. Et c'était une exposition qui a travaillé aussi avec des lunettes virtuelles. Alors on a pu se mettre à une table de baroque et on a rencontré des personnes qui ont eu un barockistisches Gespräch. Un barockistisches Gespräch. Barockistisches allora discussione alla tavola. Discussione alla tavola. Et un projet qui est toujours en marche, c'est le Scratch Lab à Vienne. C'est là où les enfants ils étudient comment faire de la programmation
alors vraiment c'est informatique, mais à l'occasion de l'art. Alors ils prennent des objets de la collection Ludwig pour apprendre comment programmer. Je trouve ça vraiment un projet très important parce que ça enseigne aux étudiants ce qu'on peut faire avec l'art. Quelques acquisitions que nous avons fait récemment, ça c'est une acquisition pour le musée Ludwig à Budapest. C'est, il faut que je regarde. C'est une artiste de l'Ukraine que nous avons achetée à l'année où la guerre a commencé. Ça, c'est une coronation de Marie. C'est une pièce petite comme ça, en ivoire, qui a été créée en 14e siècle, que nous avons acheté pour le musée du Moyen-Âge à Cologne. Ça, c'est une sculpture de Isamu Gucci, qui est un artiste qui a vécu la deuxième part du siècle XX, qui a vécu aux États-Unis et qui vient d'être découvert, et le musée Ludwig a pu acquérir cette sculpture pour sa collection. Oui, c'est un Warhol, Orange Car Crash, c'est à Vienne. Ça n'a pas été très bien restauré dans les années 90, et il faut voir ce qu'on peut faire pour restaurer la restauration. Et c'est une recherche que l'on a commencé avec Tate aux États-Unis, et aussi avec des entreprises pour l'analyse des couleurs. Alors, et on n'a pas encore fini, c'est brillant. J'ai parlé de l'archive que nous avons. Voici un exemple. C'est un tapis d'un artiste japonais, début de l'année du XXe siècle. Et vous voyez la carte, index carte que les boutiques ont créée. Et pour tout objet de l'art qu'ils ont acquis, ils ont fait une carte d'index. Alors, nous avons pour tout objet, nous avons une carte d'index sur laquelle il se trouve des informations qu'ils avaient, soit les informations d'histoire d'art, mais aussi des informations où ils ont acquis l'œuvre d'art. Pour nous, c'est une source très importante, toujours, et aussi pour les musées. C'est pourquoi nous sommes assez importants pour le musée. Aussi, notre database, Museum Plus, dans lequel il se trouvent tous les œuvres d'art qui ont été dans notre collection ou qui sont toujours dans notre collection. Et nous recevons beaucoup des demandes pour recherche du musée, mais aussi des histoires d'art qui travaillent autrement. On a célébré le 25e anniversaire de la fondation. C'était un projet d'un artiste qui habite Düsseldorf, qui est pas loin de Aix-en-Chapelle. Et il a proposé de faire de la villa dans laquelle se trouve notre fondation, de faire un Gesamtkunstwerk. Total arte totale, opera d'arte totale. Et c'était assez intéressant parce qu'il a choisi une couleur que je trouvais assez difficile à comprendre. Et il m'a expliqué pour lui que cette couleur est une indication pour l'obsession, la passion des Ludwig d'acheter tellement autant d'art, autant de chefs-d'œuvre d'art. Et c'était vraiment super parce que ça a fait clair que notre maison est quelque chose d'autre aujourd'hui, mais que dans cette maison, on s'occupe toujours de l'art.
C'était la fête de laquelle tu parlais avant. C'était vraiment... J'avais un peu peur parce que je n'étais pas certaine si quelques personnes disaient que c'était un sacrilège plus qu'un œuvre d'art. Mais ça a bien fonctionné et c'est une méthode comment on peut toujours être vivant comme fondation. Voici un projet qu'on a fait avec les personnes qui ont connu et travaillé avec les Ludwig pour garder leur savoir. Et c'est une publication que nous avons faite l'année dernière qui montre vraiment ce que les Ludwig ont fait dans un contexte international. Nous faisons aussi des talks. On a fait une talk juste deux mois, il y a 2 mois, où Laurent était aussi présent pour expliquer ce qu'on fait aujourd'hui, mais ce qu'on les Ludwig ont fait. Parce que ma génération, j'ai eu beaucoup d'amis qui étaient dans le TAC, ils m'ont dit, ils ne savaient pas ce qu'on les Ludwig ont fait. Alors c'est aussi important de parler de ce qu'ils ont fait. Donc, qu'est-ce que sont les challenges, qu'est-ce que sont les idées qu'il faut travailler avec? Pour nous, c'est très important de créer un échange entre les institutions avec lesquelles nous coopérons. Je dirais que c'est aussi très important que nous ne sommes pas une fondation qui a seulement un héritage, mais qui est aussi active et qui est aussi intéressé de ce qui se concerne l'avant-garde d'aujourd'hui. Et ce qui est trop important aussi pour nous, c'est de faire certain que le monde, que le public sait ce que nous faisons, alors de faire visible ce que nous faisons. Voilà tous les partenaires avec lesquels nous travaillons. Il y en a beaucoup en Allemagne, bien sûr, mais il y en a aussi quelques-uns en Autriche, en Suisse, en Hongrie, en Chine, à Cuba et en Russie. Ce que nous faisons aussi, ce qui est très important, et aussi pour les directeurs, c'est que nous créons des échanges analogues, pas digital. Vous voyez une photo sur laquelle vous voyez en blanc, c'est Irène Ludwig, parce qu'on a commencé ça avec elle. Et vous voyez aussi la conférence la plus récente que nous avons faite. Nous avons créé un nouveau site web, ce qui est très important aujourd'hui, où nous montrons non seulement ce que nous supportons, mais aussi une petite tour d'horizon de la collection. Et parce que Laurent m'a dit que peut-être vous êtes aussi intéressé à savoir ce que moi je recommanderais, ce qu'il faut faire si on veut commencer une fondation, ou ce qui a bien fonctionné pour la fondation Ludwig et pour les Ludwig. Je dirais que c'est l'aspect de coopération qui est très important pour être visible, pour être au courant et pour être en dialogue avec différentes institutions. Donate and demand, c'est donner et exiger, je dirais. Alors, les Ludwig, ils ont toujours donné, ils ont été très très généreux, mais de l'autre côté, ils ont toujours exigé, que de nouveaux musées soient bâtis, que les États donnent des moyens financiers aussi, pour que l'art moderne soit présenté. Je dirais que c'est un principe
qui fonctionne très bien. Et aussi, ce qui est un principe qui est pour l'individu assez exigeant, mais je dirais qu'il faut toujours être courageux et authentique. Il faut toujours avoir un intérêt authentique parce que là, on devient intéressant et faire quelque chose que pas tout le monde fait. Alors, faire quelque chose que l'on soit critiqué, les étudiants ont été critiqués beaucoup pendant leur activité, mais je dirais que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Merci beaucoup pour votre patience. Excusez mon français assez mauvais. Si vous êtes intéressés, nous faisons Instagram. Je promets de le faire aussi en anglais. Pour l'instant, de le faire aussi en français. Pour l'instant, nous sommes en anglais et allemand, mais je pense que le français vaut la peine. Je serai enchantée de vous revoir sur Instagram ou aussi à Aix-la-Chapelle. Voilà notre contact et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Peut-être je peux ajouter un petit exemple comment Ludwig, Irène et Peter Ludwig étaient généreux et quand même assez fort dans la négociation. Ludwig a toujours accepté la proposition du directeur. Il n'a jamais fait lui-même. Jamais. Depuis je connais, et même mes collègues n'ont jamais influencé. Mais quand il y avait les négociations, il y avait quand même assez dur avec les prix, qui est normal aussi, parce que à la fin, il a payé. Mais il y avait quelquefois une discussion quand il voulait savoir vraiment pourquoi exactement cette pièce le musée veut acheter. Pas seulement cet artiste, mais cette pièce. Et j'ai eu une grande exposition de Romano Palca qui il ne voulait pas vraiment acheter. Et c'était une longue discussion. Il dit, mais monsieur le directeur, expliquez-moi pourquoi juste cette œuvre, personne ne comprend pas, ce n'est pas un mainline, ce n'est pas un vrai important artiste. Et j'ai dit non, on ne peut pas dire ça, il était un des plus importants artistes, surtout en Europe centrale, mais universel, avec toutes les références de Malevich, Mondrian, Yves Klein, etc. Alors c'était une longue négociation. Il a demandé toujours l'opinion de Irène, mais très discret. Irène toujours silencieuse, toujours réservée. Et à la fin, Ludwig dit, bon, alors, on va acheter. Et je demande, alors maintenant vous êtes convaincu? Et je ne suis pas 100% convaincu de valeur des œuvres, mais je suis absolument convaincu, après votre explication et même un peu insister, pourquoi pour la collection est importante cette pièce. Et c'est très typique pour Ludwig. Même s'il n'aimait pas tout, et vraiment, c'était clair qu'il a eu un certain goût personnel, comme tout le monde, évidemment. Il a mis en principe, on peut dire, en principe, l'art figuratif. En principe. Ou l'art narratif, dans lequel il a accepté très différentes formes de réalisme. Il était vraiment convaincu, même dans son Picasso monographie, que tu as parlé aussi, il a parlé sur cette image d'homme qui est dans son esthétique, c'était toujours anthropomorphe. Toujours, enfin, c'était toujours mimétique. Même le plus abstract forme, c'était toujours anthropomorphe.
Et Romano Palca, c'est tout que pas anthropomorphe, c'est totalement un autre langage, mais il a compris, vraiment compris l'importance de cette pièce dans la collection, parce que il regardait toujours le musée avec une structure historique. Et c'est aussi magnifique qu'un collectionneur privé qui achète avec son argent, donne ou prête pour les musées publics, mais était capable de regarder chaque musée comme une structure historique et respecter la structure de cet musée. Alors, il donnait avec générosité, mais il respectait aussi la structure spéciale du musée Vienne. Nous avons parlé sur cette fondation de Vienne. Déjà existait un musée qui s'appelait Museum Moderner Kunst, mais c'était un peu secondaire collection. Ce n'était pas du tout, on ne pouvait pas comparer avec Düsseldorf ou Köln ou Paris. C'était un peu, on dit halbherzig, pas un grand enthousiasme qu'on a construit. Et quand Ludwig arrivait, il y avait la presse. Tu as dit que Ludwig était beaucoup de fois aussi critiqué. Parce que la presse autrichienne, paradoxalement et même un peu absurde, n'était pas enthousiaste qu'arrive une collection absolument top niveau à côté de cette petite collection d'anciens musées d'art moderne, est devenue un peu marginale et évidemment moins important que la collection Ludwig. Dans la collection Ludwig, il y avait une magnifique grande convolute American Pop Art qui est entrée en Europe pratiquement par Ludwig. Ludwig a acheté comme premier, sauf peut-être dans les pays scandinaves, Stockholm, Amsterdam et Stockholm étaient même pas Londres. Et Ludwig a acheté des chefs-d'œuvre de pop art américain, magnifiques, grande collection de les premières périodes de Rauschenberg, première période de Jasper Johns, première période de Andy Warhol. Andy Warhol, c'était son deuxième grande favorite après Picasso. Parce que Picasso restait toujours pour lui le grand maître du XXe siècle. Mais Andy Warhol, et ça encore une fois très intéressant, comment une personne qui était quand même businessman et dans le business, mais aussi éduqué, historien d'art, il a vraiment étudié aussi philosophie, et il a cherché dans l'Andy Warhol pourquoi Andy Warhol n'était pas typique pop, parce qu'il a dit Andy Warhol est trop européen, il y a de trop sentimental élément qui est vrai. Il était très fragile, il n'était pas l'enthousiasme de modernité, quotidiennité des années 60. Il était très fragile, très vulnérable et évidemment son origine de l'Europe centrale jusqu'à la fin, c'était très présent dans ce monde. Et Ludwig a vu ça. C'est vraiment incroyable. Dernière petite anecdote, dans mon bureau, longtemps, c'était le Mick Jagger portrait, l'original, pas le seal screen qu'il a fait après, et l'original avec le collage. Et quand Ludwig est venu, toujours, il était très heureux qu'une pièce de sa donation et plus Andy Warhol. Et une fois, j'ai changé, c'était Immendorf. Et la première chose quand il est arrivé, où est mon tableau? Et j'ai dit, mais professeur, c'est pas votre tableau, c'est le tableau du musée, et le musée, ça change. Il a dit,
Vous avez raison. Vous avez raison. Et on a respecté aussi qu'on a changé la collection. Et pas seulement respecté, mais il a proposé toujours qu'il faut mélanger les donations Ludwig avec les pièces de la collection, parce que la structure du musée demande cette mélange. Alors, je dis seulement qu'il a eu une très claire vision historique. Et je pense que c'est une grande différence entre beaucoup de collectionneurs qui commencent et même systématiquement achètent et développent la collection. Mais Ludwig a eu une très claire vision historique et aussi une très claire vision sur la fonction de l'art comme une grande ouverture entre les cultures. Alors, il était vraiment une exceptionnelle personnalité. Si vous avez quelques questions, nous sommes disponibles avec un Je voulais savoir comment s'appelait le chocolat. Le chocolat ne s'appelait seulement chocolat parce qu'il a vendu le matériel pour les différents cafés. Et il y avait aussi une marque qui s'appelait Trumpf. Trumpf, was ist Trumpf en italienisch? Trumpf ist, si on joue des cartes. Yeah. Jolly. John Jolly. Jolly. Lui-même n'aime pas manger beaucoup de chocolat. Non. L'activité du chocolat. Il a dit que heureusement les gens aiment le chocolat, c'est pourquoi vous avez œuvre là dans le musée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez bien sûr aussi parler italien. Ci sono domande, questioni. Forse per un po' per la motivazione volevo dire che Ludwig specialmente agli anni 80 80-90 ha avuto un molto importante ruolo anche politico, perché questo periodo era la fine della guerra fredda, ma nessuno sapeva ancora come sviluppa Europa. 85, 86, 87 era evidente che c'è un grande cambio, era cominciato l'Unione Sovietica, la glasnost, perestroika, arrivato Gorbaciov, erano di negoziazioni Gorbaciov-Reagan, alla fine veramente era quasi una prospettiva reale che questo status quo est-ovest cambia. E in questo momento erano due grandi progetti, il progetto di Budapest, Ludwig Buson, e Ungheria era in blocco sovietico, era un grande progetto Expo a Vienna, dove esiste già il Museo Ludwig, e Ludwig, visto questo progetto Expo Vienna, come una grande chance direttamente alla frontiera dei due blocchi, creare un grande evento culturale che può aiutare a creare un nuovo Europa. E convinto il ministro della cultura, che era Erhard Husek, creare un'Expo culturale, non solo Expo come normalmente, Expo culturale Vienna-Budapest, est-ovest, come un primo grande incontro della due blocchi, fine del periodo della guerra fredda. Non era realizzato questo progetto, era previsto per 2000. Ma Ludwig, come collezionista, come umanista, visto la chance per creare un grande evento, era pronto anche a aiutare finanziariamente, creare un primo grande incontro di due parti di Europa.
E questo era molto bello. Io ero in questo momento molto vicino perché noi abbiamo già cominciato a parlare di futuro in Vienna e Budapest, ma lui voleva assolutamente qualcuno per Vienna di paesi dell'est. Allora io ho mai pensato di restare a Budapest e lui forzato ad andare a Vienna. E perché era venuto addirittura. Allora, lui era, ma l'importante è che ha visto sempre questa incredibile importanza dell'arte e cultura come un cambio di culture, un vero dialogo. E quando è andato a Cuba e incontrato Fidel Castro e visitato gli studi e comprato anche abbastanza molte opere di Cuba che sono anche oggi, lui era veramente il primo collezionista che è andato a Cuba. E uno dei primi che ha comprato artisti di Russia, di Bulgaria, di Polonia. Allora, il museo Ludwig a Vienna, dove io ho costruito questa collezione dell'arte dell'est, è ancora oggi vero, la più grande collezione dove arte di est e ovest sono insieme presentati, non solo una mostra, non solo una curiosità, ma una vera integrazione museale. E lui ha capito questo. Allora, molto importante questa visione globale, arte come globale coscienza. Allora, se non ci sono delle osservazioni, qualcuno vuole intervenire, dire qualcosa, non so. Se no ci possiamo avviare alle promesse. Posso chiedere? Prego, signora. Lei ha conosciuto Ludwig? Mi piacerebbe che lei raccontasse come è nata la passione per il collezionismo da parte di questa coppia. Come loro arrivati. Come sono arrivati alla passione del collezionismo. A volte è una passione di famiglia che viene trasmessa in famiglia. Allora, io ho mai parlato di questa, non posso dire perché quando io ho incontrato lui era già una delle più importanti collezioniste in Europa e era sempre evidente che tutti e due, anche Irene, erano appassionati per l'arte, ma non so come, non credo che la sua famiglia, forse tu sai, la sua famiglia ha avuto Irene. Ludwig era molto discreto, veramente molto riservato, sempre molto ufficiale, molto raro, che era un po' più non so, informale, sì. Ma io non ho parlato mai di come lui è arrivato. Je ne sais pas non plus pourquoi ils ont collectionné ou pourquoi ils ont commencé à collectionner. Mais on dit toujours que Peter, il a toujours dit qu'il travaille pour acheter de l'art et il achetait de l'art pour sich erholen, pour reposer du travail. Alors, peut-être. Et je pense qu'ils ont... Et la famille de Irène, ils ont déjà eu une petite collection de l'art. Je pense que tous les deux, ils ont vraiment eu une passion pour la beauté aussi. Ils ont compris que l'art représente une sorte de beauté que l'on ne trouve pas autrement, je dirais aussi. Interessante anche che lui detto che ha avuto lungo tempo era un po' timido e non cercato incontrare artisti personalmente, volevo sapere tutto sugli artisti, letto, studiato
parlato con esperti, ma quando ho incontrato artisti era un po' timido. Bene, allora io direi di possiamo avviarci le promesse frangole e champagne a questo punto, ringraziando molto la dottoressa e naturalmente il nostro ottimo Sì, sì.